Winston Churchill disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Et oui, se transformer constamment, c'est, et encore plus aujourd'hui, absolument stratégique. Mais alors, où se joue le changement dans l'entreprise? Quelles sont les clés du succès? Et si l'on écoutait ceux qui mènent sur le terrain des missions de transition, de transformation, et qui ont résolu des problématiques complexes, multidimensionnelles, qui sans doute ne vous seront pas étrangères? Dans ce podcast, donnons la parole à des binômes managers de transition et associés d'XPM. Nous découvrirons avec eux comment ils ont abordé une situation délicate à transformer, ce qu'ils ont mis en place, ce qui a fonctionné ou pas, ce qu'ils en ont appris. Des réflexions, des idées concrètes pour inspirer et faire gagner du temps à vous, ces dirigeants qui avaient mis la transformation au cœur de la stratégie de leur entreprise. Allez, tentons d'approcher ensemble d'un peu plus près notre Saint Graal, le fameux point de bascule d'une transformation réussie. Bonne écoute! Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui David Huguet, il est manager de transition, et Philippe Deljury, associé digital transformation chez XPM, le cabinet de référence international du management de transition. Vous venez aujourd'hui tous les deux nous raconter votre retour d'expérience sur une situation de transformation qui est à la fois très délicate et stratégique et qui a dû arriver et qui va arriver à beaucoup d'entreprises. Comment gérer la transition d'une start-up à une scale-up quand l'équipe en place ne correspond plus aux besoins? Bonjour David, merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Florence, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Florence. Alors, on va commencer avec toi David. 15 secondes pour te présenter, tu dirais quoi? Je dirais un entrepreneur avec une expérience corporate d'à peu près 20 ans, principalement à l'étranger, entre le Moyen-Orient et l'Asie, et puis 100% focusé sur les télécoms et le monde de l'innovation au sens large. Voilà, tu as relevé le défi des 15 secondes, du pitch de 15 secondes. Et pour toi Philippe, ce serait quoi? Eh bien, pour moi, ce serait entrepreneur depuis une quinzaine d'années, avec une première boîte créée en 2007, quittée en 2016. Et aujourd'hui, focusé sur XPM, sur tous les aspects digitaux, toutes les entreprises dans lesquelles le digital a une importance. Alors, je vous propose qu'on reparte du titre donc de notre sujet du jour. Comment gérer la transition d'une start-up à une scale-up quand l'équipe en place ne correspond plus aux besoins? Parce que c'est vrai que les besoins de l'entreprise, ils sont extrêmement différents à ces deux étapes de la vie d'une entreprise. Est-ce que tu peux justement nous en dire un petit peu plus, Philippe, à ce sujet? La start-up, en fait, au sens propre, c'est une entreprise qui n'a pas encore trouvé son modèle économique. Donc, on est on fait un peu pour utiliser des jargons, ça bootstrap un peu dans tous les sens, ça tâtonne. Et donc, ça requiert une certaine agilité avec des équipes qui sont généralement petites, qui sont un peu couteau suisse, pas forcément énormément de process. Et à partir du moment où l'entreprise a trouvé son marché, a trouvé son modèle économique, en tout cas, il y a une traction commerciale, elle peut à ce moment-là commencer à envisager l'étape d'après, c'est-à-dire l'accélération, la phase de scale-up, qui peut être une accélération commerciale, une accélération aussi à l'international avec le déploiement un petit peu partout dans le monde. Et là, ça requiert une structuration, des process pour pouvoir onboarder rapidement beaucoup de personnes. Et donc ça demande de passer du mode artisanal couteau suisse à un mode industriel. C'est un mode, c'est des savoir-faire, des besoins, des compétences qui sont différentes. Je vous propose de passer à justement un retour d'expérience terrain. Donc, David, sur une mission sur laquelle tu as pu être amené à intervenir, est-ce que tu pourrais nous raconter l'état des lieux de la situation que tu as découvert quand tu es arrivé dans cette mission? Oui, on est exactement dans ce qu'explique Philippe, c'est-à-dire une société qui est une start-up, mais depuis 7 ans. 7 ans, c'est long. Et qui essayait de trouver son business model pour passer en mode scale-up. Donc une société qui a mis pas mal de temps avant de trouver son modèle, qui a cru le trouver, qui sur les 2 dernières années avait trouvé enfin un produit qui correspondait à un marché. La croissance arrive et puis tout d'un coup cette croissance se bloque.
malgré des financements importants, malgré un tour de table avec des gens puissants autour de la table et une société bien financée, mais une société qui est en mode plateau et qui n'arrive pas à dépasser les 8 à 10 millions de chiffre d'affaires. Euh, des problématiques de croissance principalement liées à des conflits internes et l'entreprise avait un peu perdu sa boussole et se demandait comment elle allait continuer et si elle allait continuer. Alors ça, c'est ta perception à toi en tant que manager de transition quand tu es arrivé dans l'entreprise. Mais toi, Philippe, est-ce que c'était le brief que tu avais reçu initialement de la part du client? Est-ce que est-ce que ça correspond au brief que tu as reçu toi? Alors, moi, souvent, quand je reçois un brief, d'abord, il est très succinct, et puis généralement, il est beaucoup moins complet que ce qu'on va découvrir une fois qu'on rentre dans l'entreprise. Donc là, pour le coup, c'était une urgence managériale parce que dans cette entreprise, en fait, il y avait un peu comment dire, une crise de gouvernance, justement résultant de tout ce qu'a dit David, qui était remonté au niveau du board, avec deux visions qui s'opposaient et finalement pas vraiment de solution proposée par les managers, ou en tout cas des solutions différentes proposées par les managers en place. Mm-hmm. Et donc le board a décidé de changer de CEO. Et donc on me dit, voilà, est-ce que vous pourriez nous proposer quelqu'un pour prendre le CEO le temps qu'on trouve quelqu'un de manière pérenne, Mm-hmm. l'objectif étant d'éviter la fuite des talents, voilà, donc de préserver au maximum le management intermédiaire. Donc c'est vraiment une situation d'urgence managériale entre guillemets un peu classique. Mais du fait, on se demande, ils étaient où les fondateurs à ce moment-là? David, d'ailleurs, ce serait peut-être une question pour toi. Où étaient les Oui. fondateurs? Ah, ben c'est une bonne question parce qu'effectivement le fondateur, l'équipe fondatrice était là et notamment le fondateur qui était à l'origine de la création de l'entreprise était toujours là, mais n'était plus au rôle de CEO. Il était patron d'une zone en Nord-Amérique. Parce que le board avait considéré qu'il n'avait pas les compétences pour accompagner la société dans sa croissance. Et cette situation effectivement a créé beaucoup de difficultés en interne, avec un ancien fondateur donc qui n'est plus CEO, avec un nouveau CEO qui est en charge mais qui n'a pas forcément de légitimité auprès de cet ancien fondateur ni auprès de l'ensemble des équipes de management. Et on est typiquement dans ce conflit à la fois de management opérationnel, mais qui se retrouve directement au niveau du board avec des membres du board qui vont supporter une fois le fondateur, une fois le CEO, et qui finalement n'arrivent pas à s'aligner autour d'une vision commune et d'une stratégie unique. Et tout ça avec des fondateurs historiques souvent qui n'ont pas démérité en fait. Et qui ont été, qui ont vraiment apporté tout ce qu'ils pouvaient en fonction de l'étape de l'entreprise, non? Bah, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on n'est pas à dire tu as fait du mauvais travail. Tous ces gens-là ont fait un bon travail, ont amené cette société à un niveau de croissance qui était assez exceptionnel. Néanmoins, ce sont pas forcément les compétences dont on a besoin pour passer à l'étape d'après. Et donc, on est dans cette gestion de transition et dans cette adéquation entre ce dont la société a besoin à un moment T et l'expertise qu'elle a. Et il y avait clairement un décalage. Et comme tu disais, il y avait aussi une tension entre d'un côté les membres du board et puis les équipes opérationnelles, avec en plus une urgence parce qu'il fallait que le business continue. Et quand on est dans cette situation un peu critique de tension, finalement, il y a une courroie de transition finalement qui est arrivée. C'était toi, c'est ça? C'est un peu ce rôle de courroie de transition? Ouais, j'aime bien le mot de courroie de transition parce qu'on n'est pas du tout sur des modes très théoriques où on a le temps d'analyser la situation et de dire ce qu'il faudrait faire pour y remédier. En parallèle de l'analyse et d'essayer de trouver des solutions, on est obligé de faire tourner le business. Et c'est bien ça la complexité. Donc on est extrêmement opérationnel, on est très investi dans le business du quotidien. On a des obligations de résultats au mois le mois. En parallèle de trouver des solutions de fond pour restructurer et réorganiser la société. Donc oui, on est cette courroie de transition entre un board divisé, une équipe émotionnellement assez affectée par tout ce qui se passe
et voilà, à la fois la nécessité d'avancer, mais en même temps de restructurer. D'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus. Tu parles de ce côté émotionnel parce qu'il y a le côté business, mais j'imagine que quand on arrive comme ça avec les tensions, avec aussi peut-être des problématiques de compréhension de la part des équipes, il y a énormément d'émotionnel. Moi, je suis très curieuse et je suis sûre que je ne suis pas la seule de savoir comment tu as été accueillie dans l'entreprise. Comment on arrive à se faire sa place? Parce qu'en plus, toi, tu dois aller très vite. Il faut que tu sois rapidement opérationnel. Ouais, mais ça fait partie des joies de ce métier, de cette mission, c'est que l'accueil est souvent frais. Ouais. Donc effectivement, j'ai été fraîchement accueilli avec avec des salariés qui savaient plus bien sur qui compter et qui remettaient un petit peu en cause toutes les décisions qui pouvaient être prises au niveau de l'entreprise. Donc oui, fraîchement. Donc on se réfugie derrière deux choses. La première, beaucoup de communication, discuter avec tout le monde, avoir le maximum de transparence. Quand on parle de communication, c'est aussi bien avec les équipes qu'avec le board, et puis de l'expertise. Et c'est passer du temps pour comprendre comment fonctionne la société, quel est son PNL, quel est son business model, sur quoi on peut compter, qu'est-ce qui est solide. Et voilà, donc c'est les deux, beaucoup d'expertise, sang-froid, et puis de la communication pour essayer de rassurer les gens et montrer une direction. Un mix de savoir-faire, de savoir-être, voilà, le bon binôme entre les deux. Exactement. Quelque chose aussi que je pense qui pouvait être intéressant, dont on peut un peu tirer le fil, c'est que quand tu arrives, donc tu es d'un coup CEO, ça veut dire que tu as aussi un mandat social qui va avec. Quand tu arrives, il y a des responsabilités derrière. Enfin, c'est pas neutre en fait. C'est pas neutre, d'autant plus que la responsabilité, c'est une responsabilité légale et individuelle que j'ai en acceptant ce poste d'intérim CEO d'une société qui était confrontée à des problématiques de cash. Donc, euh, donc effectivement, ça aide à faire les choses de façon extrêmement sérieuse. On parlait de communication, on parlait d'émotion. Le côté analytique est extrêmement important parce qu'effectivement c'est ma responsabilité individuelle qui est engagée. Donc euh, Donc donc c'est pas ça aide. anecdotique. Donc c'est pas anecdotique et ça aide à être extrêmement rigoureux. Mm, mm. Et quels sont les objectifs que tu t'es rapidement fixés? Comment ça se passe en termes de définition d'objectifs, d'organisation? Alors, j'avais une mission officielle qui était extrêmement claire que Philippe a rappelé au début, hein, qui était de recruter un nouveau CEO. Euh, et donc, il était à peu près clair que je devais recruter ce nouveau CEO sur une période d'à peu près 6 mois. Euh, D'accord. Néanmoins, pour tenir pendant 6 mois, eh ben, il fallait absolument reprendre en main la société le plus rapidement possible. Donc ça s'est principalement appuyé sur une redéfinition des objectifs opérationnels à court terme. Quand on est Mhm. CEO, on essaye de se projeter sur du long terme. Je crois que la grande spécificité de l'intérim CEO, c'est d'être capable d'avoir non pas des plans à 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on travaille plutôt sur des objectifs pratiquement à la semaine pour être capable dans une période de 5 à 6 semaines, d'avoir une compréhension totale de l'entreprise avec ses tableaux de bord, avec des moyens de piloter les équipes au jour le jour. Donc ça a été la première chose à faire. Et puis cet objectif de sortie de mission qui était de recruter un nouveau CEO, et ce recrutement de nouveau CEO ne pouvait passer que par une validation au niveau du board de la nouvelle stratégie. À partir du moment où ils étaient d'accord sur cette nouvelle stratégie, le recrutement du CEO devenait quelque chose de facile. Mais il fallait passer par cette étape de redéfinir cette stratégie à court terme pour permettre au board d'être aligné sur le choix d'un nouveau CEO. Et comme tu es manager de transition et tu as un objectif de transition vers un nouveau CEO, comme tu disais qu'il fallait que tu recrutes, comment tu prépares la passation? Ça aussi, ça fait partie de tes objectifs dès que tu commences la mission, de documenter tout ce qui va être fait? Alors, documenter, c'est très important à tous les niveaux. C'est important d'abord pour rassurer les board members de ce qui se passe et ça permet aussi d'éviter de revenir en arrière sur des discussions qu'on a déjà eues dans une société qui avait été euh,
très abîmé au niveau de la confiance et des conflits qu'il pouvait y avoir dans le passé. Il était très important qu'à la fin de chacune des discussions, à partir du moment où on validait un certain nombre de choses, ce soit immédiatement documenté pour qu'on revienne pas en arrière. Donc ça, c'était clé. Et puis effectivement, au bout de quelques semaines, quand on prend l'habitude de documenter tout ce qu'on fait, eh ben la confiance revient. Les gens se rendent compte qu'on fait ce qu'on dit. Et du coup, tout avance facilement. Et là où tu as raison, Florence, c'est que pour l'étape d'après, qui va être le handover, c'est-à-dire à partir du moment où on va recruter ce nouveau CEO et où on va lui donner des manettes, à partir du moment où on a tout documenté et tout écrit, c'est beaucoup plus simple. Et effectivement, ça m'a permis d'avoir un handover finalement relativement court à partir du moment où j'ai trouvé ce nouveau CEO. Donc, c'est documenter pour pas faire des pas en arrière et documenter pour préparer la suite, en fait. Absolument, absolument. Eh ben, écoute, merci beaucoup, David. Je me tourne vers Philippe. Comment toi, tu qualifierais la position du manager de transition dans cette situation pour toi? C'est quoi les clés du succès de la mission? Alors, d'abord, c'est de trouver. Moi, mon rôle, il est d'abord en amont, puisque je suis face C'est toi à qui as identifié l'entreprise. David. Exactement. Et donc, il faut que très rapidement, je me fasse une idée de la situation, compte tenu du petit brief que j'ai eu, des échanges que je vais avoir avec les différents interlocuteurs de cette entreprise, et qui sont souvent pas forcément les interlocuteurs qui seront ensuite présents dans l'entreprise. Et que je me dise, tiens, quelle est la personne qui serait capable de relever ce défi avec une notion de justement d'expertise. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui ait une expertise parce que en fait, comme l'a très bien dit David, la légitimité, elle s'acquiert pas d'emblée en fait, mais elle doit s'imposer très rapidement. C'est-à-dire que le manager de transition, en l'occurrence David, il a quelques jours pour dans les premières décisions qu'il va prendre, montrer aux équipes, et puis dans les échanges qu'il va avoir avec les équipes, avoir le même vocabulaire, enfin montrer que quelque part, il sait ce que c'est, qu'il l'a déjà fait, et finalement, et comme il l'a déjà fait, il va donner confiance, relativiser, dire que finalement cette situation, bon, bah, c'est pas très grave, on va trouver des et ça arrive, c'est ça exactement, et on est là pour trouver des solutions. Donc ça, c'est l'expertise. 2, le côté entrepreneurial, c'est-à-dire moi j'ai besoin de gens qui savent pas ce qu'ils vont trouver en arrivant en fait. Malgré ce que je leur dis, on sait très bien que ce qu'on va trouver sera pas exactement ça. C'est pas grave, on sait qu'on va trouver des solutions. Donc là, finalement, des gens pour qui un environnement flou n'est pas un problème, où il s'agit pas d'exécuter quelque chose qui a déjà été écrit, mais il s'agit de prendre quelque chose au pied levé, d'être dans l'opérationnel au quotidien et en même temps de travailler à la stratégie de l'entreprise. Et la troisième chose, et je pense que ça c'est aussi la chose la plus importante, je cherche aussi quelqu'un avec qui je m'entende bien. Ça peut paraître complètement avec qui, parce que je sais que on va devoir se parler régulièrement, souvent, tôt le matin, tard le soir, etc. Et donc il faut que ce soit en toute transparence, j'imagine, non? Exactement. Donc il faut que d'emblée comme ça, il y ait une confiance qui s'instaure, sachant que chacun a un rôle bien défini, donc il y aura pas de recouvrement. Et puis qu'on ait plaisir à se parler, parce que c'est ça qui va faire que ça va aller vite aussi. Très bien. On va repasser à toi, David. On va parler de ce fameux point de bascule, qui est quand même en plus le nom de ce podcast. À quel moment est-ce que tu as ressenti que le point de bascule de cette transition, de la problématique sur laquelle tu travaillais, elle était dépassée? On n'allait pas revenir en arrière, justement. Vraiment, voilà, c'était lancé, ça commençait à être on track. Écoute, il y a eu sur cette mission, il y a eu 3 moments où j'ai senti que je reviendrais plus en arrière et que j'étais en voie de résolution du problème. Le premier, c'est une problématique, c'est un point extrêmement précis. Quand on a réussi à se sortir des problématiques de cash, la société était confrontée à des problématiques de cash qui nécessitaient un pilotage à la semaine, voire moins. Je dirais qu'à un moment, on a commencé à réussir à avoir une prévision de cash à 3 mois, et là, on s'est dit waouh, ça y est, on va. Première étape. La première étape, la société va continuer à vivre.
La deuxième étape, c'est lors d'un board meeting quand j'ai réussi à aligner les actionnaires sur un projet, d'entreprise, sur une stratégie et de mettre en face le bon profil de CEO. Quand j'ai eu cette approbation du board, à la fois sur la stratégie et sur le profil, je me suis dit ça y est, on y est, c'est un succès. Voilà. Et puis le troisième élément, et ça c'est très personnel et c'est beaucoup d'ego, mais ça fait très plaisir. C'est quand à un moment le board s'est arrêté et a dit non mais David, en fait nous ce qu'on aimerait c'est que ce soit toi qui prennes le job de CEO à temps plein. Ça fait extrêmement plaisir. Mais est-ce que c'était une bonne idée? Tu en Non, penses quoi? c'est une très mauvaise idée. Je pense que la position d'intérim CEO est très particulière, très exigeante, très spécifique, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on sera le bon CEO derrière. Donc surtout, c'est une solution parce que transitoire, hein, c'est ça? On peut se permettre des choses parce que c'est d'urgence, parce que c'est transitoire, parce que c'est du temps court et pas du temps long. Donc tout ça en fait quelque chose de très très spécifique. Et je ne me projetais pas du tout dans une approche différente. Donc je me suis empressé de décliner. Ça marche. Alors là, on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. On est quand même curieux d'avoir un petit peu quelques infos sur la relation que vous avez entretenue. Tout à l'heure, Philippe nous racontait que c'était important pour lui qu'il y ait une bonne entente entre vous deux. Concrètement, en quelques petites idées clés, c'est quoi votre quotidien? Ça se passe comment? C'est à la fois, c'est ce que disait Philippe, c'est à la fois très sympathique, beaucoup de communication, très ouvert, avoir du plaisir à se parler. Mais avant d'arriver à ça, ça commence au contraire par quelque chose de très formel, une lettre de cadrage qui définit extrêmement clairement quelles sont les attentes du client. Et ça, c'est important, je crois, hein. C'est absolument clé parce que c'est ce qui permet après d'être à l'aise et de développer une relation personnelle. Mais c'est une référence, en fait, Exactement. C'est ça? On commence par quelque chose de cadré, et puis après, on commence. Je me suis mis à travailler, je me suis mis à appeler Philippe pour le tenir au courant, et puis le formalisme du début, finalement, on n'a pas mis les choses dans le marbre, on n'avait pas un point toutes les semaines, le même jour à la même heure. C'était au fil de l'eau quand on en avait besoin, mais sur le principe que toute chose importante que je faisais, je l'ai communiqué à Philippe, ne serait-ce que parce que à certains moments, il pouvait être important pour moi de discuter avec Philippe pour avoir son avis. Un miroir, un petit peu. Un miroir, exactement, absolument. Et donc c'est pour ça que c'était important. Donc oui, la relation avec Philippe était clé et m'a permis de jamais me sentir seul dans des moments où je devais prendre des décisions sans en informer ni le board ni le management, et c'était bien Et ça, de c'est pouvoir avoir précieux. ce miroir. Absolument. Génial. Merci beaucoup, David. Je vous propose qu'on clôture tout doucement cet épisode avec toi, Philippe. Est-ce que tu pourrais nous ressortir, pour ceux qui nous écoutent, les 3 points clés, les 3 points de bascule, les fameux points de bascule qu'il faudrait retenir de cette mission? Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Alors, je dirais qu'il y a 3 choses. La première, je reprendrai ce qu'a dit David, c'est d'abord un certain formalisme, et notamment dans le point de départ de la mission. C'est-à-dire qu'il faut, au départ de la mission, que tout le monde soit aligné sur les objectifs qu'on se fixe. Donc, à la fois le décideur, en l'occurrence le client, le manager de transition et la société, donc XPM en l'occurrence. Donc, on soit tous d'accord sur voilà quel est le point de départ et voilà où on veut arriver. Et ça, c'est important parce que ça évite, s'il doit y avoir un loup, il vaut mieux le trouver dès le départ. Voilà. Et c'est ce qui va faciliter les choses. La deuxième chose, c'est la qualité du manager de transition. Ça, c'est clair. Donc, c'est-à-dire, c'est la bonne courroie de transmission. C'est quelqu'un qui a à la fois une expertise technique, comme tu l'as dit, Florence, un savoir-faire. C'est très important pour la légitimité. Et puis pour les bons réflexes, parce que comme on l'a dit, le temps est court et il faut agir tout de suite. Donc on est vraiment dans la notion de l'intuition et du réflexe. Donc pour ça, il faut déjà l'avoir fait et plusieurs fois. Il ne s'agit pas d'avoir fait une seule fois. Et en même temps, un savoir-être, parce qu'on arrive dans un environnement, comme l'a dit David,
avec une grosse tension émotionnelle, avec des personnes qui sont en souffrance, et donc il faut pouvoir répondre à cette souffrance. Et je dirais que la troisième chose à retenir, c'est que ça marche. C'est vraiment un cas d'école du management de transition, et ça fonctionne parce que c'est transitoire. La fausse bonne idée, c'est que ça devienne plus transitoire et que ça se pérennise. Voilà. C'est vraiment c'est le sujet. C'est-à-dire, on est dans un régime transitoire, on est dans une transition pour passer d'un point A au point B. Dès lors qu'on va rentrer dans un régime établi, le mode de fonctionnement doit être différent entre toutes les parties prenantes. Les temps seront plus les mêmes. Les temps seront plus des temps courts, ce sera des temps un peu plus longs. Et puis surtout, on va se projeter sur un horizon temporel qui sera beaucoup plus grand, enfin beaucoup plus lointain. Donc c'est plus forcément la même manière de fonctionner. Comme tu dis, c'est vraiment un cas d'école très représentatif du management de transition appliqué à cette problématique très spécifique. Eh bien, super. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les deux. C'était un retour d'expérience très détaillé. Et je suis certaine que ça a dû apporter de l'eau au moulin et aux réflexions de nombreux dirigeants qui nous écoutaient aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour découvrir un nouveau point de bascule et un nouveau retour d'expérience de nos binômes managers de transition et associés XPM. À très bientôt. Merci. Merci Florence. Merci David. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce retour d'expérience partagé vous a semblé utile et inspirant, n'hésitez pas à le partager sur votre fil LinkedIn par exemple. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là vous avez des besoins en management de transition, l'équipe des associés XPM se tient prête pour vous accompagner. À bientôt!